Le morning, les GG, tout sur les dessus de l'actu, les grandes gueules. Parlez beaucoup, mangez l'argent, voyagez beaucoup seulement, mais travaillez beaucoup, créez des choses, emploi des jeunes, non, non, non. Les dirigeants africains, les dirigeants sont comme ça. Les grandes gueules. Merci de nous rejoindre dans cette émission Les Grandes Gueules. Nous sommes lundi 23 avril, le plaisir de vous savoir nombreux devant la lucarne joyeuse pour regarder cette émission. Vous êtes en province, un peu partout à travers la Guinée. Vous nous recevez dans vos régions respectives sur nos antennes régionales dans la zone de la Guinée forestière. Vous nous écoutez sur 99.7, la même fréquence à Boké, dans tout le Kakandé, mais aussi à Labé, dans tout le Fouta, 99 à Kankan et dans toute la région de Nabaya. Merci de nous rejoindre. 3 possibilités pour entrer en contact de cette émission, pour interagir à nos sujets. GG au 93 si vous êtes abonné Orange. Vous faites le 657 39 13 13. Ça se passe aussi sur Twitter, hashtag espace GG. Et derrière, nous relayerons vos réactions qui vont aussi défiler en bande passante le soir à la télévision. À la une, rien n'y fait. La route continue de tuer en Guinée. De nombreuses vies humaines à nouveau arrachées ce week-end dans un grave accident de la circulation qui se produit au carrefour de Sangoya ici à Conakry. À l'origine, un gros porteur dont le système de freinage aurait lâché en pleine descente de la transversale Anko 5 Sangoya. Au final, le gros porteur percutera plusieurs véhicules et taxi-motos avant de finir sa course dans une pharmacie. Que sait-on des causes de ce nouveau drame 48 heures après sa survenue? Qu'en est-il de la question du contrôle technique automobile dans notre pays? Toutes ces questions posées chez les GG ce matin. Maître Abdoul Kabele Kamara, ministre de la Sécurité et de la Protection civile, il est notre invité exceptionnel ce lundi. Conakry, capitale mondiale du livre, s'est refermée hier dimanche pour marquer le coup à plusieurs inaugurations des points de lecture et de la nouvelle bibliothèque nationale. Le tout couronné par une cérémonie de clôture présidée par le chef de l'État, professeur Alpha Condé, en présence de nombreux invités de marque. Pendant un an, la ville de Conakry a incarné le statut de capitale mondiale du livre avec à la clé de nombreuses réalisations et des publications d'ouvrages. Quel bilan peut-on dresser de cet événement? Quels en sont les acquis? Quelles perspectives pour la lecture et l'industrie du livre en Guinée? Monsieur Sansi Kabadiakité, si tout va bien, commissaire général de Conakry, capitale mondiale du livre. Et il sera au téléphone dans la deuxième partie de cette émission. Merci de rejoindre l'équipe. Ahmed, bonjour. Bonjour, Abaka. Bonjour, Robert Sarah Koulebou. Bonjour. Bonjour, Mafoulia Bangoura. Bonjour, Abaka. Bonjour à tous. Bonjour, Jacques Léwa Leno. Monsieur Jacques Léwa Leno. Bonjour, Abaka. Bien. Pour commencer, le président de la République, Ahmed, qui était à la clôture de Conakry, capitale mondiale du livre, et comme à son habitude, il a profité de l'occasion pour régler certains comptes. Il n'a pas du tout raté les enseignants, Ahmed. Ben, il les a pas ratés tout en disant qu'ils ne savent même pas parler français. De toutes les façons, c'est pas ce qui m'intéresse lors de cette clôture. Ce qui m'intéresse, c'est qu'il ne faut pas voler la solennité de cette cérémonie pour parler d'enseignants. Moi, mais je reste... c'est important. Non, je dis oui, d'accord, mais je veux garder la solennité de cette journée, tout en parlant de cette journée, tout en parlant de toute cette année de Conakry, capitale mondiale du livre. Je veux plutôt me focaliser sur ça que me focaliser sur cette sortie du président de la République qui aurait donc pu mettre à profit pour parler de tout ce qui s'est passé et très prochainement ce qu'il compte faire pour que ces enseignants dont il parle sachent lire et écrire, parce que ça fait quand même 8 ans qu'il est au pouvoir. Docteur Bano était chez nous, il a déjà annoncé les couleurs. Oui, il a déjà ce sont des réformes du gouvernement. Oui, ce sont les réformes du portées gouvernement. Portées par le gouvernement. Oui. Mais quand on ne sait pas lire, pour des grands gaillards comme ça qui enseignent, je pense qu'en 8 ans, il doit pouvoir lire. Si en 8 ans il ne sait pas lire, ben je ne pense pas que ce soit le président de la République, lui, ne doit pas être fier de cela. Il s'attaque aux enseignants tout en oubliant que même dans notre administration, il y a des fonctionnaires guinéens qui ne savent même pas encore utiliser un ordinateur. Hein. Oui, donc ce n'est pas le débat, s'il vous plaît. Non, ce n'est pas il faut s'attaquer à tout le monde. Quand tu parles d'enseignants, de la sortie du président, finalement chacun peut aller là où il veut. Donc je dis, vous êtes en train de sortir, de déplacer totalement le débat. Je ne suis pas en train de déplacer. Ce qui nous intéresse ce matin, et c'est une problématique réelle dans notre pays, la question du niveau du formateur. C'est ce que je dis.
Oui, mais c'est important. Aboubacar, on est conscient de cela. Oui, c'est pourquoi je dis que, ayant fait, si à la place du président, si c'est moi qui avais fait 8 ans au pouvoir, ben j'allais m'abstenir de tenir ce genre de propos. Parce que pour moi, en 8 ans, je pouvais apprendre ces gens à parler français, je pouvais les apprendre à lire et je pouvais les apprendre à écrire. Si en 8 ans, il est toujours dans cette critique systématique, ça veut dire qu'en 8 ans, pour le système éducatif, il n'a pas fait grand-chose. C'est mon point de vue. Alors je dis que Conakry, capitale mondiale du livre, a été quand même une vitrine qui a vendu la destination Guinée pendant une année. Ça ne doit donc pas rester comme ça. Comment mettre des mécanismes en place pour que les enfants, ou encore tous les Guinéens, il faut le signaler, pas seulement que les enfants, mais que les Guinéens s'accrochent beaucoup plus à la lecture. C'est vrai que Internet nous a beaucoup dominé aujourd'hui, mais aussi il y a des livres, il y a des tablettes en livres aujourd'hui qu'on pourrait aussi promouvoir. Si les gens ont du mal à prendre donc les livres à l'ancienne. Alors donc moi je dis qu'il faut véritablement un mécanisme dans les écoles et même dans la vie courante pour amener les uns et les autres à lire. Comme on le dit, la lecture c'est quand même la nourriture du cerveau. Donc quand on apprend ces enfants aussi à lire depuis le bas âge, je pense que tout cela leur permettra d'avoir un niveau de langage, un niveau d'écriture et un niveau de... Mais qui pour leur apprendre tout cela? Ben, il faut des enseignants. Oui, il faut des enseignants. Mais si ces enseignants eux-mêmes ne sont pas formés, c'est la question. Aboubacar, non, tout le monde peut me dire ça. Je ne parle pas de tous les enseignants. J'ai dit tout le monde peut me dire ça, mais le président de la République, je n'accepte pas qu'il me dise que les enseignants ne savent pas lire et écrire pendant qu'il a fait 8 ans au pouvoir. Je ne suis pas d'accord. On peut me dire que ces enseignants ont été recrutés depuis Mathusalem, il n'y a pas de souci. Mais beaucoup ont été recrutés en son temps. Ça, il ne faut pas l'oublier. Au-delà de ceux qui ont été recrutés, même ceux qui ont été recrutés depuis le temps compté. En 8 ans, c'est ce que je vous ai dit. S'ils ont déjà fait un système et que lui, il est arrivé en 8 ans, il aurait pu faire beaucoup de choses pour les amener à lire, à écrire et à assainir. Ils ne l'ont pas fait. Aujourd'hui, ils sont toujours dans la dénonciation. Vous voulez quoi? Moi, je ne m'attaque pas sur cela. Tout le monde peut me le dire, mais pas le président. Belle réflexion, allez-y. Le problème sur la formation ou la qualité en Guinée, c'est un problème général. Moi, je ne souhaiterais pas seulement qu'on pointe du doigt les enseignants. C'est valable pour ce sont eux qui forment nos enfants. Oui, mais Bakri, attends, moi j'aime pas quand le président de la République circonscrit cela. On a l'impression que les 40%, c'est l'école. Oui, mais attends, laisse-moi parler. Oui. On a l'impression que les 40% d'augmentation, il arrive toujours pas à avaler, que ça lui colle à la gorge, et du coup il faut régler les comptes à chaque moment qu'il sort. Il faut vous attendre à ça, hein. À chaque fois qu'il y aura l'occasion de sortir sur l'éducation. Ce sont les nouveaux opposants. Exactement. À chaque fois qu'il aura l'éducation de sortir sur l'éducation ou l'intellectuel, il va s'attaquer direct aux enseignants parce que les 40% d'augmentation jusqu'à présent il a du mal à avaler, ça lui est resté dans la gorge. Sinon, le problème de formation, c'est un problème général. C'est général, autant c'est valable pour l'armée, c'est valable pour l'administration, etc. Donc même les ministres, etc. Même dans les bureaux, je sais très bien, dans les bureaux vous avez des directeurs ou des secrétaires, et c'est encore grave chez les secrétaires. Les secrétaires, c'est pire que les enseignants. Donc il y a des ministres aussi qui ne parlent pas bien français. Il faut que le président le sache. Bah oui. Parce que quand la ministre des Travaux publics dit les projets prêts, c'est grave. Les grandes gueules. Entre guillemets. Bien sûr. Mais pourquoi ils s'attardent pas à eux? À la télévision nationale. Moi j'aurais souhaité par exemple que le jour de la fermeture, le jour de la clôture de Conakry, capitale mondiale du livre, qu'on écoute beaucoup plus le président sur comment rendre gloire ou comment rehausser la mémoire de nos illustres écrivains qui sont morts. Hein? Il a par exemple, appesanti sur le cas de Fodeba. Il a dit qu'on n'a pas tellement rendu hommage, mais il se trompe parce qu'il a oublié que le lancement de Conakry, capitale mondiale du livre, le lancement des événements, c'était à Sigiri. C'est à Sigiri que ça s'est passé. Et si j'ai bonne mémoire, c'était là qu'il vient. Donc je veux dire qu'aujourd'hui, le président de la République, peut-être n'était pas très informé, je sais pas, mais je pense que, comme Ahmed le dit, l'occasion n'était pas idéale pour s'attaquer aux enseignants. Moi, j'aurais souhaité, par exemple, que si c'était vraiment du courage... on parlait du livre. Oui, mais si c'était... Oui, mais le livre, ça ne concerne pas seulement que les enseignants. Mais on parle ça concerne... Oui, mais la lecture, ce sont seulement les enseignants qui doivent lire. Oui. La lecture concerne tous les Guinéens. Aujourd'hui, il faut promouvoir la lecture. Comment le faire? Moi, je voulais entendre, par exemple, le président sur ces projets-là. Mais lorsqu'il dit à monsieur le Premier ministre, je vais vous dire la vérité, on va vous dire finalement la vérité. Pourquoi cette vérité-là, il ne l'a pas dite au moment où la grève était à son pic? Pourquoi il n'a pas dit en ce moment-là? Il aurait dit aux enseignants, écoutez, je vous augmente pas 40% parce que vous savez même pas lire ni écrire. À ce moment-là, les gens auraient compris. Donc aujourd'hui, je pense que la température a baissé. Ouais.
Ils ont fait des augmentations. S'ils ont du mal à avaler cela, ils n'ont qu'à regarder comment ils font. Mais ce qui est vrai, Roby, c'est que le processus de décantation tel qu'il a été annoncé ici par Dr Bano, il va se faire. Mais il va avant ça, oui, mais avant ça, attends, mais Abaka, permets-moi de dire, permets-moi de te dire ceci. Avant ça, qui a été le premier à annoncer les couleurs ici? On a eu non, pas Dr Bano. On a eu le monsieur du SLEG, le célèbre Abakar Souma. Il vous a dit que depuis 2012, ils ont fait depuis le temps de l'ancien côté, mais après, depuis 2012, ils ont fait des propositions de décantation au gouvernement. Ils sont allés en mission. Ils ont classifié les enseignants selon les grades, selon les degrés, selon les connaissances, etc. Ils vous ont dit qu'ils ont déposé un rapport au niveau du gouvernement. Qu'est-ce qui a été fait? Rien. Si le gouvernement était sérieux, c'est en ce moment-là qu'il fallait prendre des mesures. Au lieu de le faire, alors qu'est-ce qui s'est passé au pic de la grève? Le ministre de la fonction publique et de l'enseignant de Mèche, ils ont recruté parallèlement des enseignants qu'ils ont amenés sans vérifier leur niveau, qu'ils ont amenés à l'intérieur du pays, soi-disant pour remplacer les grévistes. Voilà comment ça se passe. Aujourd'hui, le problème de recrutement à la fonction publique, c'est un véritable problème parce que ceux-là même qui sont censés recruter ne sont pas bien formés. Alors imaginez ceux qu'on recrute. Bien. Merci Roby. Allez-y, Mafoudi Bangoura. Alors, quand le président de la République tient de tels propos, moi je ne vois pas l'utilité parce qu'en tant que tel, ça n'a même pas de fondement. Aujourd'hui, quand il parle, il dit ceux qui sont en train de nous fatiguer n'ont même pas de problème. Ceux qui crient. Ceux qui crient. On a écouté Abakar Souma, on a écouté l'autre Massari, on a écouté M. Traoré. Ce sont quand même des personnes qui se sont exprimées dans les différents studios avec assez de clarté. Ce n'est pas des personnes auprès de qui on pouvait noter des fautes comme il le dit. Mais en tout cas, dans le français, il y a des lapsus. Moi, je voudrais que le président, lorsqu'il est en public, en tant que chef de l'État, quand il prend la parole, qu'il nous amène sur des sujets vraiment qui en valent la peine. Aujourd'hui, il y a la très grande majorité... Tu penses que ce n'est pas un sujet qui en valait la peine? On se souvient de cet ambassadeur qu'on a appelé ici, qu'on a interrogé en français et qui nous est revenu en malinqué. Ça vous dit pas? Et sans compter les ministres. Sans compter les ministres. Ben oui, alors, il y en a tellement. Pourquoi ça fait aux enseignants? C'est pourquoi je veux dire, si nous partons sur ces détails, nous risquons même de noyer, si on veut, l'intelligence de bon nombre de Guinéens aujourd'hui qui sont là. La priorité prioritaire. Qui ont un niveau. Ça vient d'un ministre. S'il te plaît, Roby, s'il te plaît, calme-toi. Non, mais les enseignants ont fait quoi? Épargne-nous de tout cela ce matin, s'il te plaît. Que le président de la République d'abord nous épargne de pas mal de choses. Aujourd'hui, moi je voudrais que lorsqu'il fait une sortie publique comme ça, qu'il nous fasse des propositions dignes de nom. Aujourd'hui, on a une population guinéenne qui est à majorité analphabète. Qu'est-ce qui est fait pour que justement ces jeunes qui n'ont pas un bon niveau, qui ne peuvent même pas parler français, puissent quand même avoir de l'avenir? Ailleurs, ça ne se discute pas. Ailleurs, on n'a même pas besoin de faire de hautes études pour être, non, pas pour être enseignant, pour être quelqu'un qui va apporter quelque chose à son pays. Ouais. Aujourd'hui, le débat est bien au-delà. Il a malheureusement, encore une fois, il l'a toujours fait lorsqu'il y a une sortie. On se rappelle de la fête du 8 mars, on se rappelle n'importe quelle cérémonie. Le chef de l'État profite de l'occasion pour lancer des pics. C'est ce qu'il a fait, mais encore pour ceci. Quand on parle de l'éducation, le chef de l'État, il est le premier. Je pense qu'il a approché M. Bano. M. Bano qui est près de lui, ils ont fait des études, ils connaissent les problèmes. Maintenant, la solution, c'est qu'ils ne nous proposent rien. On connaît les problèmes, ils ont fait le constat. Mais non, il s'agit pas de... Non. Ils ne nous proposent rien. S'ils nous proposaient quelque chose... annoncer les réformes qui vont être implémentées d'ici à la rentrée prochaine. Les réformes annoncées, mais la faisabilité. Oui. Parce que normalement, la faisabilité commencerait déjà à arrêter de recruter. Ça va se faire. Aboubacar, écoute-moi. Pourquoi tu es pessimiste? Non, attends. Ce qui se passe aujourd'hui, à l'instant, ce que nous vivons, c'est que des enseignants sont recrutés, des enseignants qui n'ont pas le niveau. Et ça se passe avec lui. Il devrait déjà commencer par arrêter ceci. Après, on commencera à reformer dès la base pas mal de choses. Mais c'est pas fait. Il laisse passer pas mal de choses. Et puis, il s'indigne de la manière dont les choses se passent. Docteur Bano. Allez-y, Jacques Léwaleno. Monsieur Jacques Léwaleno. En même temps, il faut avoir le courage de dire au président de la République que nous avons des enseignants de qualité. Il y a des enseignants de qualité dans ce pays parce que ça ne court pas les rues. Parce que il ne faut pas se fier à ce discours qui a été tenu, si vous voulez très bien, à une occasion très attendue, pour faire comprendre à l'opinion internationale qu'en Guinée, les enseignants sont mal formés. Ce n'est pas le cas.
je crois le véritable problème de recrutement a commencé vers la fin des années comptées. C'est là où on a commencé à recruter des enseignants. Certains, on les amenait pour 6 mois de formation dans les écoles normales d'instituteurs parce qu'ils avaient soit niveau 12e et puis automatiquement, parce qu'ils n'ont pas eu le baccalauréat, ils se retrouvaient dans les classes. Les problèmes ont commencé là. Avant, ceux qui ont fait les écoles normales d'instituteurs, 3 ans de formation, et ceux qui ont fait les grandes gueules, Manéa et l'ISEG, ce sont des enseignants de qualité. Nous les avons eus de l'école élémentaire jusqu'à l'université. Nous avons eu la chance en tout cas de rencontrer des enseignants de qualité. Maintenant, ceux qui ont des problèmes et les problèmes sont connus, je crois, ce qu'il faut peut-être éviter, il faut dire au président de ne pas nous organiser d'autres états généraux de l'enseignement. Ça va être une rencontre inutile où les gens vont se retrouver pour parler de ce qu'on connaît déjà. On a eu le salon de l'éducation sous Kourouma. Il n'y a pas eu d'action véritable après. Je crois la seule chose qu'on a eu après le salon de l'éducation, c'est l'uniformisation des tenues scolaires, c'est-à-dire de l'enseignement public et puis l'enseignement privé. Maintenant, d'autres mesures qui étaient annoncées, la formation des formateurs et la construction des salles de classe pour diminuer les effectifs dans certaines écoles publiques, rien n'a été fait. Encore, il y a un document, n'oubliez pas, qui a été sorti l'année dernière par les mêmes Bano, je crois, un collège de conseillers à l'éducation qui avait fait un document pour si vous voulez, réformer davantage le système éducatif. Avant même l'avènement d'Ibrahima Kaokari à la tête du ministère de l'Éducation. Nous en avons parlé. Je crois qu'il n'y a pas eu d'action aussi. La seule chose qu'on a eue, c'est encore le changement au niveau du calendrier. Aujourd'hui, ce qu'il faut, ce sont des actions. Ce sont des actions. Moi, ça ne me ferait pas mal si on radie un nombre d'enseignants pour défaut de niveau. Pour défaut de niveau. Ça me ferait pas mal. Pourquoi pas? Mais il faut le faire. Il faut le faire. Je pense qu'il faut aller sur la base du travail qui a été établi et par le groupe de Abakar Souman et celui de Dr Bano. Dr Bano, moi j'ai foi en lui. C'est un grand technicien à ce niveau-là. C'est vrai qu'il s'y connaît très bien. Il a de belles idées. Mais encore faudrait-il qu'il soit accompagné parce qu'on sait très bien comment fonctionne notre administration. Aujourd'hui, vous avez autant de recommandés dans l'enseignement comme dans la fonction publique. Est-ce que ce sera évident pour Dr Bano de mettre en place les réformes qu'il annonce? S'il nous en donne la garantie, eh bien on aimerait bien y croire. Mais il y a beaucoup qui ont essayé et qui n'ont pas pu. Donc je veux dire aujourd'hui, il est important de le dire, mais je voudrais que le président de la République, quand il sort publiquement pour faire des déclarations, qu'il essaye un peu de colérer tout ça. Parce qu'il essaie aussi de regarder un peu devant sa porte. Parce que si on s'intéresse aux courriers qui sortent dans l'administration, si la certification Voltaire s'intéressait aux nombreux courriers qui circulent dans notre administration, je pense que beaucoup de papiers iraient dans la poubelle. Et puis après, il faut lui rappeler qu'il y a des décrets. Il y a des courriers qui sont sortis de la présidence, truffés de fautes. Donc il faut balayer un peu devant sa maison avant de s'intéresser aux autres. Je vais signaler, c'est vrai que Jacques a parlé de radier certains qui n'ont pas le niveau, mais il faut signaler aussi que dans cette étude, il a été dit qu'il y a des enseignants qui sont non formables. Mais à aucun moment... Tiers non formable. Oui, à aucun moment, Dr Bano, dans sa communication, n'a fait mention. N'a parlé de radiation. On a dit tout simplement qu'ils seront formés. Ce que je souhaite. Mais on a dit qu'ils sont non formables, Ahmed. Comment tu veux mais ils sont non formables. Mais ils sont non formables, mais on ne va pas les radier. Ils vont pas les radier. Voilà. Ils allaient les former au fur et à mesure. Il faut changer la place. Moi, je dis tout simplement, oui, s'ils sont non formables, je souhaite qu'on les oriente là où ils risquent de commettre, comme on le dit, moins de dégâts. Donc, ce n'est pas une question de non. Bon, comme ils sont à la fonction publique désormais, on ne peut pas les radier, on ne peut pas faire. Non, je dis bien. Je dis non, c'est une question de république. Soit on est dans le laxisme, ou on est dans le concret. S'ils ne peuvent pas, on peut les reverser ailleurs. C'est de cela que je vous parle. Mais en les sortant du système de l'éducation. Effectivement, en les sortant du système de l'éducation. Ils pourraient être des soldats. Au moins, ils ont une petite base. Au moins, ils pourraient être des soldats, attraper des armes et s'arrêter devant. Ils pourraient, par exemple, au lieu de faire un autre recrutement, ils pourraient, par exemple, servir aussi la police. On a des problèmes de sécurité routière. Les policiers qui
qui ne connaissent même pas le code de la route. Je pense que ceux-là aussi, au moins, même s'ils sont non formables, mais au moins on peut les apprendre. Ouais, mais on peut les apprendre le code de la route. C'est un peu ça. Je pense qu'on peut les recycler ailleurs. Le terme non formable. Qu'on essaie de les former au fur et à mesure, grade 1, grade 2, grade 3. Non. Je pense que c'est une perte de temps, ça fait assez de dépenses. Ceux qui sont formables, formez-les. Ceux qui sont non formables, orientez-les ailleurs. Oui, mais moi, je voudrais, très rapidement, je voudrais bien qu'on me dise le contenu de leur terme non formables, parce que je ne peux pas comprendre comment on ne peut pas le former. Son logiciel est verrouillé, on peut pas le faire. Non mais attendez qu'on arrête un peu. Je pense que il y a des enseignants, on peut me dire qu'il y a des difficultés de formation où leur formation va prendre un peu plus de temps, mais un être humain non formable, je pense que c'est quand même c'est un peu une insulte quand on dit un être humain qui est non formable. Si c'était des élèves, franchement, il faut changer la. C'est ça. Pas d'appellation. L'État ne peut pas se permettre de prendre autant de temps, autant de montants. Ils sont jamais ils sont jamais allés à l'école à former. Justement, moi je rejoins parfaitement Ahmed. C'est une perte de temps. S'ils ont postulé, c'est parce qu'on estime qu'ils ont un niveau à mesure de former des élèves. S'ils ne l'ont pas, et bien qu'on les écarte. Bien, on s'intéresse à la décharge de Dar es Salaam parce que c'est passé inaperçu. C'est l'inquiétude de ce côté. Les habitants, mais aussi les riverains de la zone de la décharge de Dar es Salaam n'ont plus que 10 jours pour évacuer, pour quitter les lieux. Une sommation directe du ministre Ibrahima Khalil Kourouma. D'accord. Ibrahima Kourouma plutôt. Ok, écoutez, quand il y a une décharge de la sorte, quand il y a une usine quelque part, la toute première question qu'on pose parfois, on dit qui a trouvé qui là? Parce que ça pourrait être des grands-parents aussi, des personnes qui habitent là, qui étaient là avant sûrement la décharge, on ne sait jamais. Donc je pense qu'il y a lieu de savoir comment chacun a eu cette portion de terre. Et au-delà, on est bientôt dans la saison des pluies. Oui. La loi guinéenne interdit cela. On ne peut pas mettre des gens dehors en cette période. C'est vrai qu'en ce moment, le soleil est au pic, mais il ne faut pas oublier que dans juste, on va dire quelques semaines, les pluies vont commencer à tomber. Je pense que la meilleure période est dépassée. Je ne suis pas d'accord avec ce genre de formule. C'est vrai. Bientôt 1 an quand même que ce drame s'est produit. Effectivement. De ce côté, 8 morts. Je pense que c'est en vue donc de cette saison des pluies qui veulent d'ailleurs dégager les gens parce qu'on sait que ça pourrait aussi contribuer à provoquer d'autres éboulements. Alors, c'est très simple. On a traversé des périodes où quand même on était loin de cette saison des pluies, comme je l'ai signalé tout de suite. Mais à l'approche des saisons des pluies, je ne pense pas que ce soit le meilleur moment. Bien. Et je dis bien, il ne faut pas causer du tort à tous ceux qui sont là-bas. Je souhaite que l'État soit plus vigilant. Si d'autres sont là depuis je ne sais pas combien de temps et les conditions d'acquisition, il faut qu'on y tienne compte à travers des documents. Ouais. Mais on ne peut pas causer du tort à tout le monde en disant dans 10 jours, il faut quitter. La question aussi, c'est les mesures d'accompagnement. D'accompagnement. Moi, je pense qu'on a, à ce stade, vu ce qui s'est passé l'année dernière, on ne peut pas se permettre de dire que la saison pluvieuse approche, donc il faut les laisser. Parce que n'oubliez pas, c'est à la suite de fortes pluies, 3 jours de je crois que c'est la poubelle qui doit se déplacer. Non. En fait, ça colle pas. Aujourd'hui, ce qui nous importe, c'est la vie de ces Guinéens. Et même si c'est à 2 jours de la saison pluvieuse, la loi le dit, mais ce serait bien. C'est pourquoi moi, je me pose pas mal de questions depuis l'éboulement jusqu'à nos jours. Qu'est-ce que le ministre a fait pour faire une sortie aujourd'hui et leur donner 10 jours pour justement quitter? Qu'est-ce que le gouvernement a fait? Parce que le ministre Kourouma, il vient d'arriver. Non, il venait, il n'y avait pas longtemps après l'éboulement. Et puis, il y avait pas mal de choses à faire. Mais toujours est-il qu'on a mis de ce côté à contribution les chefs de quartier. Il y a eu une rencontre. Aujourd'hui, on demande à ces Guinéens de quitter. Moi, ce que j'aurais proposé, c'est qu'on leur donne des lieux où partir dans le bref. Si. Parce que là, il ne faut pas les laisser là. Parce que de fortes pluies vont commencer. Mais... il y aura l'éboulement. En cas de mort, qu'est-ce qu'on va faire encore? Et n'oubliez pas les conditions dans lesquelles souvent les gens viennent habiter. Sinon, généralement, pour pas mal de coins, c'est bien noté que ce n'est pas, vous n'avez pas à venir vous installer ici. Mais les gens tournent dos à la loi, forcent la situation avec la complicité des agents des ministères tutelles pour venir justement s'octroyer des terrains et habiter là
là. Et quand tu as problème, non, je pense qu'il y a besoin de prendre tout ceci en compte pour que déjà les Guinéens quittent là-bas, parce que moi je ne veux pas attendre les prochaines pluies, qu'il y ait éboulement, parce que tout ce qui a été proposé après l'éboulement, dites-nous qu'est-ce qui a été fait. Bien. Rien n'a été fait, donc on risque de vivre la même chose. Je pense que si on part sur si on fait un peu un calcul géométrique, il faut éviter une nouvelle catastrophe humaine. Au-delà de ça, mais qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait s'il faut éviter une catastrophe humaine? Vous me dites qu'il faut déplacer les gens, ça coûte plus cher de déplacer toute la population qu'il y a aujourd'hui autour de cette poubelle que de déplacer la poubelle. Attendez, vous n'allez pas demander au MSI. Permettez-moi d'aller jusqu'au bout. Avec la poubelle. Permettez-moi d'aller jusqu'au bout. En plus de ça, vous connaissez cette décharge? En plus de ça, vous y avez été? Moi, j'ai jamais été. Mais en plus de ça, oui, mais attendez, en plus de ça, on ne parle pas de la brousse, on parle quand même de la ville. Vous voulez que les hommes se déplacent et les ordures restent, parce que les ordures sont plus importants que les êtres humains, quel que soit ce que ça coûte. Aujourd'hui, il y a la nécessité, il est nécessaire que l'État déplace la décharge de Dar Salam. Oui, mais laisse-moi aller. Oui, mais attends, c'est pas... Non. Je me rappelle de l'arrivée d'un monsieur qui nous a expliqué en quoi il ne serait pas facile justement d'en finir avec les études. Parce qu'après, il y a des produits chimiques, il y a des produits toxiques. Il faut des études de quoi? Non. Des études de déplacement de la décharge? Justement, ce sera pas facile. Il y a eu un projet, je te rappelle qu'il y a un projet qui a été initié depuis plusieurs années, le projet de la décharge de Kabélé qui n'a jamais été réalisé. Il y a un site qui a été identifié. Permets-moi de te le dire, il y a un site qui a été identifié depuis plusieurs années qui existe du côté de Kabélé et le gouvernement ne veut pas exécuter ce projet parce qu'il est important aujourd'hui, quels que soient les moyens. Rien que pour la santé publique, vous pensez que ce sont les riverains seulement qui sont victimes de la décharge Dar Salam? Quand il y a fumée dans cette décharge, la fumée vient jusqu'à Koza. Même les habitants de Koza sont victimes de la décharge Dar Salam. Alors à partir de ce moment où c'est un enjeu de santé publique, vous n'allez pas chasser les gens. Vous chassez plutôt l'ordure. Justement, d'où la nécessité, à cause de ces questions de santé publique, de la nécessité de déplacer, ne serait-ce que pour un moment. Mais pour un moment, vous êtes dans. Vous pouvez faire les deux à la fois. Vous êtes tout le temps dans des solutions précaires. Vous êtes tout le temps dans les solutions. Permettez-moi le terme, dans des solutions qui ne sont pas dans le long terme, des solutions éphémères. Aujourd'hui, qu'est-ce qui est important pour l'État? D'investir dans une décharge moderne du côté de Kabélé. Oui, mais MAF, ils peuvent le faire. C'est l'État. Faire de la transformation, etc. Vous pensez, Dar Salam, c'est de l'argent. C'est de l'argent, ça peut être de l'argent pour l'État. Bien. Pourquoi ne pas s'engager dans ça? Au moins en faire un terrain de sport ou je sais pas moi, améliorer les conditions de vie des riverains qui sont là-bas, parce que ce n'est pas tout le monde que la décharge c'est pas toutes les personnes qui habitent là-bas qui ont trouvé la décharge. La décharge a trouvé d'autres personnes là-bas. Comment vous faites la part des choses? Surtout qu'il y a des sociétés qui proposent de transformer de ces ordures en biomasse. Hein. Voilà. Bien. Allez-y Jacques pour en terminer. Je pense sur l'usine, sur la maison des gens, ils n'ont qu'à dire ça comme ça, ils vont négocier. C'est plus facile au lieu de dire aux gens dans 10 jours il faut quitter. S'il y a une usine qui veut s'installer, peut-être c'est ça. Allez-y. Les grandes gueules. C'est quand même trop juste, même si, bien évidemment, on peut dénoncer le comportement de certains habitants ou de certains citoyens qui aiment occuper les domaines réservés de l'État. Mais là, la question... je vous assure que ce n'est pas de gaieté de cœur que certaines personnes habitent là-bas. Ce n'est pas du tout facile d'habiter à cet endroit. Je ne suis pas totalement opposé à ce que vous avez dit. Parce que je suis d'accord, tu as posé une très belle question entre le site qui abrite aujourd'hui ces ordures et les habitants qui a trouvé qui. Il y a, en tout cas, selon les informations que nous avons reçues après le drame d'octobre dernier, il y a certains habitants qui étaient très loin de la décharge, mais au fur et à mesure que la décharge a grossi, ça a trouvé d'autres habitations. Je pense qu'aujourd'hui, même si on peut dire que c'est coûteux, mais il faut aller vers cette solution. Il faut déplacer ces ordures. Ces ordures ne sont plus à leur place, parce que c'est au cœur de la ville. On pourrait envisager quelque chose d'autre que laisser encore, si vous voulez, des années durant. Peut-être on va enlever combien d'habitants là-bas? C'est comme la petite décharge qui se développe du côté de Kipé. Non, Kipé. Bon, il y en a tellement de décharges qu'on ne sait même plus qui grandit plus que l'autre. Mais quand vous allez du côté des rails, derrière mère et enfant, il y a une décharge qui a commencé par un petit fût qui a été déposé là. Aujourd'hui, vous avez les camions qui montent sur la décharge.
Et c'est comme ça que ça se développe. Et après, quand ça va prendre tout le garage, parce que c'est un grand terrain vide occupé par des garages, et après, quand ça va prendre tout l'espace là, vous allez venir me dire que non, il faut que les gens de Prima Center et tout ça, il faut qu'on les déplace. Bien. Parce que tout simplement, il y a la décharge. Arrêtez. Il faut déplacer la décharge et laisser les humains en place. Je suis d'accord. Boubacar, s'il te plaît. Je suis d'accord. Ok. Je suis d'accord qu'on déplace cette décharge. Mais je me dis que dans l'immédiat, c'est parce que j'ai écouté un spécialiste. Il a dit qu'en l'état actuel des choses, ce serait même inhabitable. Donc, il est important et de déplacer les gens, mais d'enlever la décharge maintenant quand le lieu sera maintenant propre, habitable. Oui, on va remettre les Guinéens, mais en tel état, c'est pas facile. Bien. Ahmed, un mot sur cette sortie de la cellule d'Alain Diallo. Règlement du différend électoral, c'est le fixe un ultimatum. Il donne une semaine au comité de suivi. Si rien n'est fait, il annonce donc le retour des manifestations. Écoutez, c'est vrai que j'ai vu beaucoup de personnes... C'est de la surenchère? Non, je ne parle pas de surenchère. Non, je pose une question. Non, je ne suis pas d'accord avec le mot surenchère. Je pense qu'ils sont responsables. À un moment, on était vraiment dans une débandade totale à Conakry, difficile de circuler. Ils ont accepté d'aller à la table des négociations. Donc si des débats sont engagés, vous avez dit que c'était une rencontre de café. Soient sérieux dans le débat. Moi, je n'accuse pas forcément l'opposition dans sa stratégie. Je pense qu'il y a une certaine... il y a un jeu ici qui a opéré de la part du pouvoir en place. Moi, je ne suis pas d'accord avec cette politique. Quel jeu? Oui, pour moi, un jeu de cache-cache? Oui, un jeu de cache-cache pour retarder la situation. Parce que moi, je soupçonne quelque chose. C'est très grave. Je soupçonne quelque chose. Ce n'est que mon point de vue. Peut-être que d'autres emboîteront le pas avec moi, j'en sais rien, mais c'est ma réflexion. Les grandes gueules. Je n'appelle personne à m'accompagner dans cette réflexion. Je dis tout simplement que les élections... Il s'isole dans son idée. Non, oui, parce que je vais entendre des gens dire non, je n'ai pas appelé quelqu'un. Celui qui est d'accord avec ma réflexion, ok, si tu n'es pas d'accord, ben tu peux avancer ta réflexion. C'est une émission d'opinion. Oui, mais maintenant ne me dis pas que oui, ce que j'ai dit est ceci ou cela. Je dis bien que quand j'analyse, je vois qu'il y a des élections législatives qui s'annoncent. Et pour moi, après la débâcle du RPG aux élections communales, pour moi, le parti présidentiel n'est pas prêt à affronter ces élections. C'est mon point de vue. Et je pense aujourd'hui que l'opposition se sent forte à aller rapidement à ces élections. Et par conséquent, il faut passer par tous les moyens pour retarder le processus. C'est mon point de vue. Et je pense que c'est ce que l'opposition a compris, a commencé à sentir. Et l'opposition ne veut pas du tout de retard. C'est pourquoi l'opposition est en train d'appuyer sur l'accélérateur. Que ces élections à venir doivent se dérouler à temps et que les conclusions de ces travaux qu'on les adopte rapidement et que ce soit aussi appliqué sur le terrain pour qu'on puisse avancer. Merci. On en a marre que le pays ne soit pas en paix. On en a marre. Voilà. Bien, on a envie de vivre. En une minute, très rapidement, si je peux y aller. Au regard de l'analyse de Ahmed et au regard même des résultats des élections communales qui se sont passées, je pense que la mise en place des maires et des conseils communaux, l'élection législative, si elle est faite, c'est un mauvais jeu pour les RPG Arc-en-Ciel parce que les présidentielles qui viennent, ils seront chauds. Donc, à mon avis, et c'est là où, finalement, même si Ahmed a dit qu'on l'accompagne pas, mais moi je voudrais quand même l'accompagner, qu'il accepte. Et c'est là où, c'est là où je dis, la superposition de tous ces éléments-là vont peut-être permettre une espèce de climat qui favorisera le pouvoir en place. C'est un jeu. Et l'opposition le sait très bien. Mais c'est pas bien. C'est pas bien. Il faut installer les conseils communaux et les maires. Il faut aller aux législatives. Il faut aller au présidentiel. Il faut aboutir tout le processus. Je pense qu'aujourd'hui, il est important pour le climat de la paix. Et je vous avais dit, il y a de cela quelques temps, je vous ai dit que la rencontre entre le président de la République et Cellou Dalein Diallo, c'était une rencontre de café et que ça ne résoudrait pas le problème. Le problème, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, toute l'administration doit être impartiale. Toutes les institutions dans notre pays doivent jouer leur rôle. Il ne faudrait pas seulement qu'on s'arrête à deux personnes qui décident de se rencontrer ou pas. Chacun est maître de son fonctionnement. Aujourd'hui, il est important que notre État puisse fonctionner normalement, que les institutions soient libres de décider à un moment donné le bien pour ce pays-là. Donc vous soutenez cette sortie de la cellule d'Alain Diallo? Oui, mais il est important. Je ne le soutiens pas seulement parce que je dois le soutenir. Je le soutiens parce que notre démocratie... Il a des raisons. Il a des raisons de le dire. Oui. Parce que imaginez que depuis que ces élections communales se sont déroulées, on a encore du mal
à installer les maires et les conseils communaux. Et bientôt les législatives, Ahmed le dit, dans 2 ans c'est les présidentielles. Alors que il faut régler. Exactement. Bien, si on ne règle pas, il y aura une accumulation de faits, il y aura une accumulation d'élections, il y aura une accumulation de contentieux qui ne seront pas très paisibles pour la présidentielle dans 2 ans. Bien, allez-y. Sauf que même si ils ont dit que les opposants ont compris cela, je dis ils ont compris très tard. Parce que dès la fin très tard, parce que dès février déjà ou mars au plus tard, ils auraient dû proposer une solution, une issue qui allait nous permettre au moins d'installer des conseillers dans les collectivités où il n'y a pas de problème. Mais le problème à ce niveau, Jacques, le problème à ce niveau, ça risque de poser un problème d'asymétrie dans le mandat des maires. Parce que dès que vous êtes installé, votre mandat entre en cours. Donc si on risque de se retrouver avec des maires qui n'ont pas de mandat, égalitaire. Mais de toutes les façons, puisqu'ils ont accepté déjà de se retrouver autour de la table, ils pourraient trouver une solution, parade, voilà, une solution qui allait satisfaire à tout le monde. Parce que de toutes les façons, vous êtes en train de dire... Ce qui me choque dans tout ça, c'est le silence du législatif. J'ai l'impression que cet état de fait les arrange parce que vous vous rendrez bien compte qu'il y a des députés, ce sont les mêmes. Oui, mais il y a des députés, oui, mais il faut les députés. Oui, mais non, mais lui, il n'a pas de problème. Lui, je parle pas de lui. Lui, il se bat plutôt pour que les élections se tiennent. Mais vous avez des députés aujourd'hui à l'Assemblée nationale qui ne voudraient pas qu'il y ait des élections législatives parce qu'ils n'ont aucune chance. Et il y a un piège. C'est un piège véritable parce que ces élections législatives vont retarder. Quoi qu'on dise, même si la dernière fois le ministre conseiller personnel du président disait que c'est dans le premier trimestre 2019, mais on risque même d'aller au-delà de ce rendez-vous parce que tel que les choses se dessinent, les communales vont encore prendre du temps avant bien entendu de régler ces différends. Merci Jacques Léoua. La suite dans un instant. Véritable success story de la radio Espace Guinée, les grandes gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée.